quand même heureux de voir que des fois, on leur abat le caquet et tout de suite après, ils nous disent « Ah, vous avez ça en Martinique ». Ils sont surpris de voir la technicité que nous avons. Allez, je vais dire un chiffre. Est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, en termes d'investissement, tu es au-delà du million d'euros? N'empêche, Danny, c'est quelque chose que tu n'as jamais évoqué publiquement. Tu avais pourtant mis des alertes sur ce concert d'Aya. Couler Martinique, c'est moi, c'est Zot, c'est où? Danny Norescal, tu es, allez, c'est moi qui le dis, une page de l'histoire de la sonorisation en Martinique. Si je dis ça, tu dis non, c'est pas vrai, ou tu reconnais avoir joué un grand rôle? Ben, je reconnais avoir joué. Et joué encore. Et joué encore un grand jeu dans cette histoire en Martinique, absolument. Ouais. Comment tout ça a commencé? Ben écoute, mes premières armes dans le métier, j'étais DJ. Ouais. Donc j'animais les soirées de Plastic System Band, j'ai animé des soirées à Redoute, les soirées de Daniel Alvarez. Oui, tout à fait. Voilà. Donc plein de soirées comme ça. J'ai aussi animé les soirées de Taxi Créole à Tibom Village. Ouais. Et puis j'ai animé aussi les premières soirées de Kraz. Oui, le groupe Kraz. Le groupe Kraz. Alors, comment ça se passe? Un jour, Joko m'appelle, puis Joko me dit, mon ami, voilà, j'ai un groupe, le groupe, il est formidable, il est bien. Donc, on va commencer des soirées. Ça se passait à l'époque au Trois-Îlets, hein, à la Bouffon au Trois-Îlets, mais nous n'avons pas de matériel pour faire le live. Je lui dis, oui, mais Joko, moi, je ne suis pas sonorisateur, je suis juste DJ. Il me dit, c'est pas grave. Regarde ce que tu peux faire, essaie de trouver une table de mixage. Oui, mais à l'époque, quand tu es DJ, tu viens avec ta sono. Oui. Mais ça n'est pas la même chose. Alors, ça n'est pas la même chose. J'ai la diffusion, j'ai le matériel pour la diffusion, mais je n'ai pas le matériel pour la captation. Donc, Jockey me dit, tu as une diffusion, ta diffusion elle est bonne, mais bon, voilà, trouve du matériel pour la captation. Voilà. Donc, à l'époque, j'étais à Paris, donc je vais voir mes fournisseurs, je ramène une table de mixage, je ramène des micros, des pieds de micro, et l'aventure commence. Tu dois beaucoup à Joko, finalement. Ben oui, c'est lui qui m'a mis dans le cercle de la sonorisation. Moi, j'étais juste DJ, j'animais mes petites soirées tranquilles, et puis voilà. Mais tu aurais continué à animer tes soirées? J'aurais continué à animer mes soirées. Peut-être que j'aurais évolué aussi, peut-être que je n'aurais pas rencontré Joko, j'aurais rencontré quelqu'un d'autre qui m'aurait permis effectivement de le faire. Une fois que tu donc délivres cette prestation pour Joko et le fameux groupe dont il te parle, la suite, il se passe quoi? Alors, après Kraz, il y a eu Wokan. Oui, le groupe Wokan. Pareil, je suis repéré par les membres de Wokan. Ils me disent, bon, nous avons une opération qui se fait le dimanche midi au Diamant. Et donc, est-ce que tu voudrais travailler avec nous? Pas de problème, j'y vais. Wokan, après Kraz Wokan, et voilà l'histoire. C'était qui les membres de Wokan? Parce que, alors, il faut le préciser, Kraz, c'est Thierry Saint-Honoré, Alain Ravo, etc. Et Wokan? Wokan, eh c'était Yannick Voyer. Tout à fait. Alain Ravo également, Christian Louiset, Dominique Bougrainville. À la basse, il y avait... Oui, notre mémoire peut nous jouer des tours, mais à la limite, c'est pas très grave. Ça signifie que dès le départ, ce sont les musiciens, ce sont les groupes qui t'amènent à te professionnaliser encore plus. Absolument. Ouais. Absolument. Et ton premier gros concert, c'est avec qui? Est-ce que tu t'en souviens? Alors, mon premier gros concert, je n'en ai pas souvenir parce qu'en fait, j'ai fait plein de petits concerts. Après, j'ai changé de système parce qu'en fait, je me suis aperçu que le système que j'avais, qui était fabriqué par moi-même, les fameuses enceintes bleues, arrivaient à leur limite et donc je m'étais acheté un système APG. Et le premier gros concert que j'ai fait, il me semble que ça a été le festival Cascade au Prêcheur. On avait fait Steel Pulse. Ouais. Il y avait qui d'autre? Je ne me souviens pas, ça remonte à bien longtemps, mais il y avait Steel Pulse, ça c'est sûr. L'environnement de la sono à l'époque, c'est quoi? Dans les années 70-80, qui sont les acteurs de la sonorisation en Martinique? Alors, les acteurs de la sonorisation en Martinique, c'était principalement SCS. Sound Caribbean System de Clément Marie. De Clément Marie, Dominique Douche. Ouais. Il y a eu ensuite l'équipe JTM. Et puis moi, j'arrive en petit dernier, voilà. Ouais. Tu es le dernier arrivé. Je suis le dernier arrivé. Mais quand on parle de sonorisation à l'époque, ça concerne quel groupe?
Alors à l'époque, il y avait les caravanes de Noël qui se passaient, hein, avec la Vigne Plate et puis en fait RCI, tous les groupes de l'époque. Et puis il y avait les groupes locaux, les orchestres locaux, Malavoie, Et quand Kassav, par exemple, vient en Martinique pour la première fois, qui fait Kassav? Alors, il y avait aussi à l'époque Sylvain Desgras. Oui, tout à fait. Sylvain Desgras qui a travaillé pendant longtemps avec Taxi Créole. Donc, quand Kassav vient, c'est Sylvain Desgras, effectivement, qui est à la manœuvre. Ouais. Mais vous, les acteurs de la sonorisation, vous comprenez tout de suite que de plus en plus, il y aura des concerts et des concerts de plus en plus importants, que ce ne sera pas seulement des soirées. Vous sentez ça venir? Alors, on le sent venir et en même temps, la technologie change. Parce qu'il y a eu une avancée majeure en matière de sonorisation. En fait, quand Sylvain Desgras fonctionnait, il fonctionnait avec une marque de l'époque, c'était les Turbo Sound. Les Turbo Sound avaient leurs limites sur la distance. Et à cette époque, il y a eu une percée majeure en matière de sonorisation, c'est ce qu'on appelle les Line A. Les Line A, c'est une avancée française, cocorico, développée par un ingénieur français, Christian L., et donc qui permettait de travailler avec des systèmes de diffusion qui portaient très loin, ce que les Turbosound ne faisaient pas à l'époque. Voilà. Et donc, il y a eu plein de systèmes, l'acoustique, Adamson, APG, et donc on emboîte le pas. On commence à acheter du matériel performant. À l'époque, JTM en Adamson, moi en APG. Depuis, je suis passé effectivement en Adamson. Et puis, il y a eu d'autres sonorisateurs en Martinique qui ont travaillé avec du Christian. Ça, c'est votre vocabulaire, c'est votre technicité. Ça n'est pas ton métier, parce que tu ne l'as pas dit, mais à l'origine, c'est quoi ton métier? Et je pense que beaucoup de gens vont découvrir. Eh bien, figurez-vous que je suis à l'origine infirmière psychiatrique. C'était ça mon métier, mais ma passion a toujours été effectivement tout ce qui est technologie, l'électronique et tout. J'ai toujours été intéressé par ça. Comment ça t'est venu? Ben, ça a toujours été une passion, j'ai toujours aimé ça. Ma mère à l'époque le savait, elle m'avait offert une revue qui s'appelait Électronique pratique. Ouais. Et donc à partir de ça, je faisais des petits schémas électroniques. Et une petite anecdote, je me souviens que j'avais mon petit électrophone. Mon père ne voulait pas que je l'utilise sur l'électricité de la maison parce que ça coûtait cher, donc il me fallait acheter des piles, ça revenait cher. Et ce que j'avais fait, je lui avais piqué le transformateur de sa radio à son insu, bien évidemment, que j'avais monté sur mon petit électrophone, que je maquillais pour qu'il ne voit pas. J'avais laissé les piles en évidence. Il était persuadé que ça fonctionnait à pile, mais ça fonctionnait en réalité à l'électricité. Ce qui signifie que ton entrée dans le métier a toujours été technique. Ah oui, dès le départ. Tu es d'abord un passionné de technique. Ah oui, avant même de passer mon bac, parce qu'à l'époque j'ai un bac D, j'allais à la bibliothèque et je lisais des ouvrages de la série technologie, enfin de la série qui faisait l'électronique. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai appris l'électronique. Tu te retrouves un jour à devoir sonoriser de gros événements. Allez, de mémoire, tu as sonorisé qui? À la fois en artistes antillais, locaux, groupes locaux, mais également internationaux. Alors en locaux, j'ai fait quoi? En locaux, j'ai fait Malavoie, j'ai fait Okan, Perfecta, j'ai fait pratiquement tous les groupes, Taxi Créole, Quaxi, je crois les avoir tous faits, hein, les groupes locaux. En international, tous les spectacles qui se passent actuellement à la Palouza Arena, c'est moi. Ouais, on va y revenir. Joey Douet Filet, Kassav, les derniers concerts de Kassav en Martinique. Et il y a Kassav. Steel Pulse qui est revenu là-bas. Kofi, voilà. Ouais. Est-ce que concert, c'est d'abord une question de son? C'est une question de son, c'est le plaisir des oreilles, mais c'est aussi le plaisir des yeux. Ça veut dire que actuellement, un concert, ça va être du son, du bon son évidemment, puisque les gens viennent pour écouter, mais il faut qu'il soit aussi sublimé par la lumière, par les écrans. Donc c'est une équipe pour la lumière et c'est aussi une équipe pour la vidéo, puisque nous filmons et nous retransmettons sur les écrans vidéo les temps forts du concert. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
tu dois être attentif à tous ces aspects. Le son, l'image, mais également la mise en scène de l'espace. Tout va ensemble. Je veux dire que c'est une partition qui se joue ensemble. Donc il faut que la lumière est importante pour la vidéo. Mais quand tu dis la lumière, c'est pas simplement de l'éclairage. Non, c'est pas simplement de l'éclairage. Il faut que l'artiste effectivement soit mis en évidence avec l'éclairage direct. Donc il faut qu'il soit éclairé pour qu'on le voit. Mais derrière, il y a tout un jet scénique à mettre en place. Et ça, c'est quelque chose que vous maîtrisez aujourd'hui en Martinique? Écoutez, oui, qu'on maîtrise. Après, c'est une question de goût. Ça reste quand même très subjectif. Donc voilà quoi. Mais quand par exemple tu fais des concerts avec des prestataires ou des groupes étrangers, ou même des groupes locaux, est-ce qu'ils peuvent te commander une mise en scène de lumière singulière? Comment ça se passe? Ils arrivent avec des programmes préenregistrés? Comment ça se passe? Certains groupes étrangers, quand ils arrivent avec leur ingé son, donc l'ingénieur façade, celui qui est devant, qui va écouter, qui va faire le son pour le public. L'ingénieur retour qui va faire le son pour les musiciens. Ils arrivent également des fois, ça c'est moins souvent, avec un designer lumière. Donc il va nous envoyer une fiche technique en fonction du matériel disponible sur l'île. Et donc il va nous envoyer une fiche technique et nous allons mettre en œuvre ce qu'il aura décidé, ses désirs. Voilà. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce que des fois, on est quand même dans l'humain. Donc il y a des gens qui sont capricieux, qui sont persuadés qu'ils auront les machines qu'ils auraient eues à Paris ou ailleurs, dans les grandes capitales, alors que nous sommes un petit pays. Donc je veux dire qu'on essaie de bien faire les choses, mais il faut quand même relativiser. Il y a des machines qui nous restent quand même inaccessibles parce qu'elles sont beaucoup trop onéreuses et on ne peut pas les rentabiliser. Non, c'est pas possible. Est-ce que parfois tu as l'impression, qu'il y a une petite forme de supériorité avec des techniciens qui arrivent en Martinique et qui considèrent que peut-être on n'a pas la technicité en Martinique? Alors ça arrive des fois et je suis quand même heureux de voir que des fois on leur abat le caquet et tout de suite après ils nous disent « Ah, vous avez ça en Martinique ». Donc ils arrivent comme des conquérants persuadés qu'ils vont trouver rien du tout et puis ils sont surpris de voir la technicité que nous avons. Est-ce que tu dirais qu'en Martinique, aujourd'hui, on est capable d'assurer 100% de ce qui est requis? Alors, je ne parle pas de l'importance du matériel, mais à tous les postes, est-ce que nous pouvons assurer des concerts correctement en Martinique? Nous pouvons assurer des concerts correctement, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a des demandes particulières. Par exemple, sur certains types de machines, sur certaines consoles. Il faut par exemple nous demander une Digico Quantum qui est vendue à près de 130 000 €. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas possible. On n'a pas le marché pour. Et personnellement, je ne suis pas prêt à faire un tel investissement parce que il n'est pas rentable. Donc, c'est clair que nous n'aurons pas certains types de matériel pour certaines productions. Mais je veux dire que si les ingénieurs font des efforts, ils peuvent travailler et très correctement avec ce que nous avons sur place. Alors, il y a quelque chose dont tu ne parles pas beaucoup, c'est le rôle que tu as joué dans l'installation de la Palouza Arena. On a d'un côté un investisseur qui est Hugues Jean-Louis et il faut lui rendre hommage. Mais quel a été ton rôle dans ce projet? Ça a été un rôle de conseiller. Il est venu me voir, il m'a exposé son projet. Il m'a dit « Dani, bon écoute, je voudrais travailler avec toi. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Et je crois que ça a été pour moi l'élément déclencheur parce qu'à l'époque, je n'envisageais pas d'investir comme je l'ai fait. Et donc, c'est vrai qu'avec le marché de la Palouza, ça m'a ouvert le champ des possibles. Et à partir de ça, effectivement, j'ai beaucoup investi parce qu'il y avait cette possibilité. C'est un lieu dont on avait besoin et on ne le dit pas assez. Toi qui as cette expérience, cette antériorité, on avait besoin d'un lieu qui puisse accueillir, je crois, jusqu'à 6500 personnes. Tout à fait, tout à fait. On en avait besoin parce que l'Atrium, c'est quand même 900 places seulement. Exact. Le parquet Messé-Césaire, pareil, aux alentours de 800-900 places. Autrement, les concerts se faisaient dans des stades, ça n'est pas vraiment approprié. Je pense qu'il nous fallait véritablement un lieu pouvant accueillir cette jauge-là.
Est-ce que c'est la bonne taille, 6500? Parce que certaines personnes disent, oui, mais regardez, il y a des concerts qui se font, qui ne peuvent pas se faire là parce qu'on a besoin de 15 000, 20 000 places. Tu réponds quoi à ça? Alors, ce que je réponds, 15 000, 20 000 places, pour quel concert? Avons-nous la capacité à faire de manière pérenne des concerts avec une telle jauge? Non. 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 Je crois que ça correspond vraiment à notre marché. Ouais. 6 000, 7 000 personnes. Et même des fois, c'est difficile. Oui. Mais tu estimes qu'aujourd'hui, avec le stade Pierre-Aliker, par exemple, le stade du Carbet qui accueille les événements de Michael Letton et la Palouza Arena, tu penses qu'aujourd'hui, on a une configuration qui peut se tenir de façon exceptionnelle, le stade Pierre-Aliker et le plus souvent la Palouza? C'est ça. L'idéal, ça aurait été d'avoir une salle style Zénith pouvant accueillir 3 500 personnes. Ouais, c'est peut-être ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque à mon avis. Parce qu'en fait, la Palouza c'est bien, mais la Palouza ça peut être trop grand pour certains types d'événements. Voilà. Ouais. Et donc une salle avec une capacité moindre, une salle couverte. Couverte, évidemment. Avec une capacité de 3 500 personnes, je pense que ça aurait été bien. Ouais. Ça nous aurait permis effectivement d'avoir tout un panel. Il y a un aspect dont tu ne parles pas souvent, c'est les investissements que ça représente. Allez, je vais dire un chiffre. Est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, en termes d'investissement, tu es au-delà du million d'euros? Certainement, certainement. Mais tu le sais. Mais bien évidemment. On a dépassé le million d'euros toutes ces années. Ah oui. Et c'est du matériel qu'il faut renouveler. C'est du matériel qu'il faut renouveler sur certains postes, oui. Parce que la technologie évolue, parce qu'il faut proposer des choses nouvelles aux clients, au public. Et donc, on est obligé d'avoir constamment du renouveau au niveau du matériel. Est-ce que tu dirais que le public est plus exigeant aujourd'hui, notamment en matière de qualité sonore? Alors, ça ne veut pas dire qu'il serait meilleur que ceux d'avant, mais est-ce que tu as l'impression que ça fait l'objet de discussion? Le son, la sono, etc. Certainement que ça fait l'objet de discussion, et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on a un public qui est capable d'apprécier de bonnes choses. Et nous, prestataires, ça nous permet d'aller de l'avant et encore de nous améliorer. Donc oui, c'est bien, c'est pertinent, c'est très très bien. Mais tu comprends toujours ce qu'ils disent et les critiques qu'ils peuvent formuler. Alors des fois, il faut savoir décoder. Hein. Il faut savoir décoder entre ce que dit le chant et puis la réalité technique, il faut savoir décoder. Mais c'est bien parce que ça nous permet effectivement d'entendre, d'analyser et puis de nous améliorer. On va passer à une partie de cette interview que je veux un peu technique avec des définitions. Si je te demande ce que c'est qu'une table de mixage. Alors, une table de mixage, c'est une petite machine avec plein de petits boutons qui servent à quelque chose et puis qui permet alors je vais dire pas de mixer, mais de mélanger des sous-sonores différentes. D'accord. Ça veut dire qu'une table de mixage permet de gérer le chant, la batterie, voilà, tous les instruments. Tous les instruments. Et la batterie elle-même, c'est déjà plusieurs instruments. Vous avez la grosse caisse, la caisse claire, le charlet. Donc, il faut mélanger tout ça pour avoir un son harmonieux. Donc, la table de mixage sert à ça. Qu'est-ce qu'on appelle une balance? Alors, la balance, ça permet au groupe de préparer en fait le concert. Hein? Donc c'est l'occasion pour l'ingénieur du son de bien mélanger les différentes sous-sonores, d'équilibrer, de renvoyer le son aux musiciens pour que tout se passe dans des conditions. Cette partie-là se passe à quel moment? Ben, en général, ça se passe avant le concert, soit la veille ou le matin tôt. Ouais. Et c'est là que vous calez les derniers réglages. Voilà. Les réglages du groupe, parce qu'il y a un autre calage, c'est le calage du système. Okay. C'est-à-dire que le système, une fois posé, donc, il faut qu'il s'adapte au lieu. Ça s'appelle le calage système. Donc, on va passer de la musique, on va écouter en différents points comment le son il sort. Ça, c'est le calage système. Et une fois le calage système est fait, après, on passe à la balance. Est-ce qu'on peut faire un concert sans balance? J'en ai vu avec des techniciens prodigieux. Ce que tu veux dire, c'est qu'il vaut mieux en faire une? Il vaut mieux en faire une, c'est mieux. Mais ça nous est arrivé effectivement de faire des concerts sans balance. Parce qu'on n'avait pas le choix, parce que l'avion du groupe avait pris du retard. Et c'est là où on voit la qualité en fait de l'ingénieur du son. Ouais. Salut Harry Giraud. Qu'est-ce qu'on appelle le retour?
Alors, le retour, c'est la petite enceinte posée au sol qui va permettre aux musiciens de s'entendre. Alors, on parlait de retour. En plus des retours, il y a ce qu'on appelle les ear monitors. Ce sont des moniteurs d'oreille que les musiciens ont, des petites écoutes qu'ils ont à l'oreille. Et qui sont aujourd'hui sans fil. Qui sont aujourd'hui sans fil. Ouais. Et ça, c'est un confort acoustique pour eux. C'est un confort acoustique, mais c'est aussi un confort pour les techniciens, parce qu'en fait, ça permet d'éliminer le Larsen. Ah, le fameux Larsen, tu vas nous donner la définition tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on appelle la façade? Alors, la façade, ce sont les enceintes qui sont destinées au public. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle les tours-sons? Parce qu'on entend, il faut des tours-sons. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Les tours-sons, c'est un ensemble d'éléments en métal, donc qui permet de fabriquer une cage dans laquelle sera accrochée la façade. Et c'est important que le son soit en hauteur. Alors souvent, on voit du son en hauteur, mais on voit aussi des basses posées au sol. Voilà. J'ai tout bon ou pas du tout? Oui. Alors on peut accrocher effectivement aussi les basses. C'est très demandé actuellement. Ouais. Mais pour le faire, il faut avoir des trous qui supportent parce que les basses, ça pèse énormément. Ouais. Donc la solution, c'est de les poser au sol. ça revient moins cher. Alors pourquoi les enceintes sont accrochées en hauteur? Parce que je te parlais tout à l'heure de du fameux système Line Array. Donc ça permet en fait de projeter le son à partir d'une certaine hauteur en direction du public. Et en fait, on peut choisir l'angle de projection. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle le Larsen? Alors, le Larsen, c'est une boucle sans fin qui se crée. Alors, tu parles dans le micro, ça va passer aux enceintes, ça va revenir au micro et ça va créer une boucle sans fin. Avec ce fameux petit bruit désagréable qu'on entend. En fonction de la fréquence. Alors, si c'est un son dans les basses fréquences, tu auras un son lourd. Et puis, si c'est un son aigu, ça va créer une sifflante. C'est quelque chose que tu redoutes, le Larsen, ou aujourd'hui tu sais régler ce problème? Ben, écoute, les techniciens, je crois qu'ils ont beaucoup évolué. C'est assez facile parce qu'on a les outils sur cette fameuse table de mixage qui permet effectivement d'éliminer les Larsen avec des filtres particuliers. Donc je crois qu'aujourd'hui, oui, c'est assez facile de maîtriser ça. 10 questions pour finir cette interview avec Danny Nourescal. Le concert le plus difficile que tu aies eu à assurer? Le plus difficile, alors le plus difficile, peut-être pas techniquement, mais psychologiquement, ça a été le concert d'Aya Nakamura. Ouais. Parce qu'en fait, avec ce déferlement de haine du public, bon, je peux aussi comprendre le courroux. Le courroux des gens. Mais bon, après, voilà quoi, ça n'a pas été évident. Et puis, le déferlement je ne vais pas dire de haine, le comportement de certains de mes confrères, j'ai pas très bien compris. Voilà. Tu n'as pas envie d'en dire plus? J'ai pas envie d'en dire plus parce que j'estime avoir fait mon travail comme il le fallait, d'avoir donné ce que j'ai vendu, n'est-ce pas? Et ce qui est étonnant, c'est que les mêmes personnes qui étaient au concert d'Aya Nakamura, la semaine d'après, ils étaient au concert de Kassav, et ils avaient un comportement totalement différent. Ouais. Donc voilà. N'empêche, Danny, c'est quelque chose que tu n'as jamais évoqué publiquement. Tu avais pourtant mis des alertes sur ce concert d'Aya, des informations que j'ai. Si on t'avait écouté, les choses se seraient passées différemment, oui ou non? Certainement. Mais on n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Le concert dont tu es le plus fier? Ben, celui de Kassav, voyons. Le concert dont tu as été le moins fier en termes de son? Hormis Aya. Je sais pas. C'est pas arrivé. C'est pas prétentieux. Hein? Ouais. Je sais pas. Le lieu le plus fou pour organiser un concert en Martinique? Le lieu le plus fou. Alors, ça n'est pas vraiment un concert. C'est un festival, c'est la Mercury. La Mercury. C'est quoi la difficulté de la Mercury? Le lieu. Le lieu. Le lieu. On a une plage qui fait 250 mètres. De long? De long. Il faut installer la scène, le son, les écrans. Sur du sable. Sur du sable. C'est dans mon calendrier. C'est un gros défi et c'est dans mon calendrier la manifestation la plus difficile. Et pourtant, tu aimes la faire?
Oui, chaque fois, c'est un enjeu, c'est, voilà. Le plus grand défi pour un sonorisateur, technicien son, c'est le dancehall, le zouk ou le compas? Peu importe. Après, le son reste le son, hein, c'est... non, non, ça m'importe peu, c'est pas... Le plus compliqué à gérer, les chanteurs ou les musiciens? Des fois, les chanteurs ne sont même pas difficiles à gérer, c'est leur entourage. C'est leur entourage. Alors, on commence à avoir les producteurs qui commencent à partir dans les délires. Et puis, quand on reçoit l'artiste, il est super cool. Et on oublie qu'on a affaire à de l'humain, en fait. Et donc, les producteurs, des fois, ils montent les choses en épingle. Et puis, ça se passe super bien après avec l'artiste. Ouais. Le matériel le plus cher dans lequel tu as investi? Aïe, aïe, aïe. C'est tout. La diffusion, les consoles, les écrans, l'éclairage. En fait, tout coûte cher. Est-ce qu'il t'est arrivé, au moment de signer un devis, d'hésiter et te dire, est-ce que ce que je fais, je devrais le faire? Il m'est arrivé de ne pas le faire. Mais est-ce qu'il t'est arrivé de le faire en te disant, c'est un peu une folie, en fait, mais je le fais? Je n'ai pas d'hésitation. Quand je dis oui, je dis oui. Ma parole m'engage. Au-delà des contrats que je pourrais ou non signer. Quand je dis oui, je dis oui. Je vais à fond dans ce que j'ai décidé. Donc je n'ai pas d'hésitation en fait. Ben, quand j'ai une hésitation, alors où je vais le faire, et à ce moment je m'engage, ou je ne le fais pas carrément. Un jour, tu as calculé, je le sais parce que tu me l'avais dit, le montant de tes investissements. Aïe, aïe, aïe. Alors ça change d'une année à l'autre, parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Et pourtant, c'est une belle somme. Ah non, mais c'est une somme prodigieuse. Mais après, on est dans le cadre d'une entreprise, et je crois que toutes les entreprises voilà, quoi, investissent. Donc voilà, c'est pas... Pour toi, ça n'est qu'un investissement. Ça n'est qu'un investissement. Mais la Martinique le mérite. Évidemment. Je suis profondément martiniquais. Il t'est arrivé de sonoriser ailleurs qu'en Martinique? Alors, oui et non. J'ai travaillé sur des manifestations, puisque, comme tu le sais, la Mercury s'est faite pendant près de 5 ans sur Sainte-Lucie. Mais je n'ai pas travaillé en tant que sonorisateur. J'ai plus travaillé en tant qu'éclairagiste et puis fournisseur d'écran LED. Nous avions choisi un sonorisateur parce qu'il n'était pas question d'aller dans le pays de l'autre et puis de tout prendre. Ouais. Donc on a travaillé avec un sonorisateur local et puis voilà, on a mis le problème. Dernière question, l'artiste vivant dont tu aimerais assurer le concert? En Martinique, évidemment. En Martinique, ben, y a des artistes que j'aime bien, peut-être pas très connus. Il y a une artiste que j'aime bien, Chadé. Ouais. Sinon, Juan Luis Guerra, Marc-Anthony, Syl. Ouais. Ouais, voilà. Marc-Anthony, tu signes tout de suite. Ah oui, évidemment. On pourrait le faire un jour. Ça coûte cher. Je pense que le producteur qui va s'engager de ça, il va devoir avoir les moyens et être aidé. Parce que je ne pense pas que la Martiniquais va accepter de payer un billet au-delà de ce qu'il paye d'habitude. Tu penses qu'il y a une barre psychologique en termes de billets? Certainement, Ouais. certainement, certainement. Danny Norescal, merci. C'est moi qui te remercie. Merci, chef.